Parce que le grand problème des historiens, c'est aujourd'hui sur quoi baser notre étude du traumatisme de ces enfants, eh bien essentiellement sur les décès qu'ils ont faits. Parce qu'on a très peu de témoignages, on a très peu de gens, on a très peu retrouvé. Ceux qui sont rentrés en Espagne franquiste, j'en reparlerai tout à l'heure, bien sûr, c'est le grand silence pendant des décennies. Donc on a quelques témoignages sur des enfants qui sont restés en Belgique. On a quelques témoignages sur des enfants qui sont partis en Russie, ça on l'a découvert relativement récemment, et on a quelques témoignages sur des enfants qui sont partis au Mexique. Donc on sait très peu de choses sur ces enfants. Donc ces enfants, certains, quand ils arrivent à Barcelone par exemple, on sépare les garçons des filles, parce qu'à l'époque les colonies elles n'étaient pas mixtes. Et donc vous avez le premier traumatisme éclatement, d'abord du noyau, ce noyau très soudé, et puis quand même des enfants qui déclarent. Ces enfants ils partent. Et alors, ils ont des problèmes, et parfois ces problèmes sont dramatiques. Surtout, alors, pourquoi d'abord? Une parenthèse, pourquoi est-ce qu'on a fait des centres de triage dans les Pyrénées-Orientales? D'abord, le mot centre de triage, ça paraît un peu rude aujourd'hui, mais à l'époque, on appelait un chat un chat. On ne faisait pas dans la langue de bois. Et pourquoi centre de triage? Parce qu'on trie les enfants. Alors, il faut bien vous imaginer quelque chose. Nous sommes à une époque où les relations entre l'Espagne et la France sont chaotiques au niveau du téléphone. Que deuxièmement, la plupart des militants n'ont pas le téléphone. C'est-à-dire que quand on veut téléphoner, quand le responsable du comité d'accueil aux enfants d'Espagne veut téléphoner à Paris, en responsable national, il va à la Bourse du Travail, il téléphone à la CGT à Paris, qui prend contact avec le militant qui doit venir à la... Vous imaginez un peu le folklore. Donc, comment est-ce qu'on communique? C'est invraisemblable aujourd'hui. On communique par télégramme. Et certains jours, Léon Sort, qui est le responsable du syndicat national des instituteurs, CGT à l'époque, eh bien, il reçoit jusqu'à 3 télégrammes. Parce qu'à l'époque, le télégramme, ça fonctionne immédiatement. Et donc, vous avez un couple d'enfants qui débarquent à Portbou. Vous n'avez pas la liste des enfants, vous n'avez pas leur âge, vous n'avez pas leur sexe, vous n'avez pas, j'allais dire, leurs rapports familiaux, frères, sœurs aussi. Et donc, on les met à la Mauresque. Alors la Mauresque, à l'époque, ça appartenait aux jeunesses laïques et républicaines, dont le président était Félix Mercader, le futur maire de Perpignan à la Libération. Où on est à la place de Moyot, qui est la colonie de Perpignan, municipalité socialiste. Et alors, là, on les met là, et la première question, d'accord, c'est parfait. Et donc, la première question qu'on se pose, c'est les traités. Bon, je n'insiste pas là-dessus, et après, on les place en famille. Et donc, on fait une espèce on regarde les fiches qui sont arrivées. Telle famille de l'Isère veut un garçon de tel âge. J'ai un garçon de tel âge, je l'envoie dans l'Isère. Une autre veut un garçon et une fille. Enfin, toi, héberge un garçon et une fille. Donc voilà, c'est pourquoi c'est des sortes de triage. On trie vraiment les enfants. Alors vous imaginez le choc de ces modes qu'on place en famille. Alors si moi, dans une famille espagnole, côté de l'autre, ouvrier agricole espagnol, ça va à peu près. S'il tombe dans une famille d'instituteurs dans l'Isère, le choc culturel est très supérieur. Partir du principe que ces enfants sont parfois très jeunes, qu'ils ne parlent que le patois local, parce qu'ils ne sont pas d'accord à l'école républicaine, donc ils ne parlent plus l'espagnol, donc ils parlent le patois basque ou un patois andalou. Et voilà. Donc vous imaginez un choc culturel énorme. C'est pourquoi, à la fin de juin, à l'été 37, on décide de ne plus mettre les enfants en famille, mais le mettre dans des centres d'hébergement collectif, avec un encadrement espagnol qui va les sécuriser. Alors, pour terminer, je dirais simplement ceci, la CGT dans les Pyrénées-Orientales s'est mobilisée, car toute l'organisation du comité d'accueil, elle est soutenue par la CGT fondamentalement. Bon. Ça permet à la CGT de dépasser un conflit interne. Je dirais quand même 2 mots de ce conflit interne. C'est que la CGT vient d'être réunifiée, peu de temps. Vous avez des ex-unitaires, ex-CGTU, qui sont pour l'intervention militaire à l'Espagne. Et vous
avez les ex-confédérés qui, eux, sont majoritairement travaillés par le pacifisme et qui donc sont contre l'intervention militaire en Espagne. Alors vous voyez ce conflit intérieur, et la solution de laquelle les enfants espagnols permet de surmonter ce débat. Pourquoi? Parce que accueillir des enfants, c'est humanitaire, mais accueillir des enfants, c'est permettre à leurs parents de se consacrer au combat contre le fascisme. Alors, dans les Pyrénées-Orientales, c'est très caractéristique. Les ex-unitaires, puisqu'on est à la Rive-aux-Alpes, je vous parlerai de Lacoste, de Dardenne. Les ex-unitaires, eux, sont dans le passage des armes et des combattants en Espagne. Et les ex-confédérés sont dans l'accueil des enfants espagnols. Voilà comment se fait le partage. La question qui se pose à la fin, après la retirade, après la fin de la guerre d'Espagne, c'est que faire des enfants. Alors je vous signale que le docteur Castellano va se suicider quand les Allemands vont rentrer dans l'Ivry en juillet 1940. Pour nous aussi, le traumatisme que ça a été pour une génération. Ces parrainages constituent un soutien important et permettent de faire sortir les enfants du huis clos.